Bien, avant d'ouvrir la table ronde consacrée à la santé et à la stratégie territoriale, j'accueille Michel Salem-Sermanet, délégué général du groupe Efficacity, pour nous présenter des outils opérationnels de décarbonation des territoires. La parole est à vous. Merci. Donc d'abord un grand merci à France Ville Durable de me donner cette opportunité, à la demande de Sébastien en particulier, de parler du passage à l'action. Donc c'est Ville Durable en action. C'est pas qu'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est avec France Ville Durable, c'est toute l'année qu'on est poussé à passer à l'action. Et donc Sébastien m'a demandé d'illustrer ça par voilà, deux outils, deux approches nouvelles, innovantes, que l'on souhaite avec France Ville Durable déployer à grande échelle. Alors, il y avait deux diapos, mais si vous ne les passez pas, c'est pas gênant. La première action consiste à aider à décarboner les projets urbains. Alors, un projet urbain, c'est un projet qui n'est pas à l'échelle du bâtiment. On parle de dizaines, voire de centaines de bâtiments. C'est à l'échelle d'un quartier. Donc, un projet d'aménagement urbain ou un projet de rénovation urbaine. On sait que c'est là que l'on dispose d'énormément de leviers d'action et c'est là qu'il faut agir de manière prioritaire. Ça a été dit cet après-midi. Et là, je vais vous donner un scoop. Pour décarboner un projet urbain, il faut commencer par mesurer l'empreinte carbone du projet urbain. Voilà, c'est un scoop. Mais au-delà de la boutade, le problème, c'est que, sauf exception, ce n'est pas fait en phase de conception quand on a tous les leviers d'action pour améliorer le projet et pour réduire son empreinte carbone. C'est fait dans un certain nombre de cas, mais trop peu souvent. Or, vu la marge d'escalier qui est devant nous, vous savez que pour atteindre les objectifs 2030, moins 55%, il faut faire x2, voire x3 par rapport au rythme actuel de diminution des émissions de gaz à effet de serre en France. Pour faire ça, on ne peut pas se contenter de faire de bons, voire de très bons projets urbains. Il faut absolument optimiser autant que possible chaque projet urbain sur un certain nombre de critères, en particulier son empreinte carbone. Et donc, c'est pour cette raison qu'avec l'ADEME, avec la DHUP et avec un très grand nombre d'acteurs et avec le soutien de France Ville Durable, nous avons travaillé, Efficacity, ainsi que le CSTB, le CEREMA et de très nombreuses ingénieries, sociétés industrielles, de l'urbain, de l'énergie, des laboratoires de recherche depuis 4 ans, pour mettre au point un outil simple de mesure de l'empreinte carbone des projets urbains. Alors vous connaissez tous le bilan carbone de l'ADEME, voilà, qui existe depuis une vingtaine d'années, je n'ai pas besoin de dire par qui il a été inventé. Vous savez qu'aujourd'hui, une entreprise ne va pas mettre au point une stratégie de décarbonation sans faire d'abord un état des lieux, sans faire un bilan carbone. Et bien, c'est la même chose pour un projet urbain. On ne peut pas concevoir un projet urbain, si on est sérieux par rapport aux enjeux de réchauffement climatique, sans faire une mesure précise de son impact carbone. Et donc, c'est ce que nous avons fait, comme je disais, avec un très grand nombre d'acteurs et avec l'ADEME pour mettre au point une méthode qui s'appelle la méthode quartier énergie carbone et l'outil s'appelle Urban Print pour l'empreinte urbaine, pour bien montrer qu'on n'est pas à l'échelle du bâtiment. On s'inspire de ce que l'on sait faire à l'échelle d'un bâtiment. Aujourd'hui, plus un seul bâtiment n'est conçu sans vraiment mesurer son impact carbone. En ACV, il faut faire pareil à l'échelle des projets urbains. Voilà. Et donc, cet outil, il a deux intérêts majeurs. Le premier, c'est de mesurer de façon objective, de façon transparente, pour redonner confiance aux acteurs, l'impact carbone, puisque, comme vous le savez, tous les projets urbains, bien entendu, sont plus verts que verts, comme des écoluches. En vrai, chacun le mesure selon sa méthode. Et c'est important de mettre au point une méthode consensuelle avec toute la profession, une méthode publique, une méthode scientifique qui est sur le site de l'ADEME, que tout le monde doit maintenant utiliser pour calculer cette empreinte en ACV, en prenant en compte l'ensemble des contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre, les bâtiments, mais aussi les espaces publics, l'énergie, l'eau, les déchets, la mobilité, la phase chantier, le stockage carbone, voilà, tout ce qui cause des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, cet outil maintenant a été testé sur une 60aine d'opérations, dont plus d'une 30aine d'écoquartiers, et nous organisons, je termine par là, sur ce premier exemple, nous organisons un événement mardi prochain à 18h à l'Académie du Climat à Paris. Vous êtes tous conviés en présentiel ou en visio, donc avec la participation de France Ville Durable, de l'ADHUP, de l'ADEME, pour expliquer qu'il est maintenant indispensable, parce que c'est possible, de prendre en compte l'impact carbone en phase de conception des projets urbains. Deuxième exemple, et ça a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui,
la nécessité de faire en sorte que la transition écologique soit sociale, soit globale, soit systémique, prenne en compte les enjeux socio-économiques, les enjeux de gouvernance, les enjeux de résilience. Là aussi, quel pouvait être l'apport d'Efficacity, dont le but est d'outiller les acteurs, outils au sens large. Et bien, après avoir discuté avec tous les acteurs, et France Ville Durable, un groupe de travail a été créé spécifiquement par France Ville Durable sur ce sujet, il est apparu intéressant de mettre au point un label français et en fait à vocation européenne et internationale pour évaluer la durabilité d'une ville. Alors on a fait ça pour deux raisons. La première raison, c'est que certains ont pensé à ça avant nous. Les Américains ont créé le label Lead for Cities il y a 10 ans. Alors c'est passé un peu sous les radars parce que ça a d'abord été déployé aux États-Unis, mais ça fait 3 ans à peu près que ça commence à être déployé en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine. Donc un certain nombre d'instances européennes se sont un peu émues parce que si on ne fait rien, c'est comme le classement de Shanghai, il y aura une grille de lecture de la durabilité des villes, ça sera la grille américaine, c'est pas forcément l'intérêt de l'Europe. Voilà, sans faire de géopolitique, on a un concept de ville durable que nous souhaitons également promouvoir. Et puis Gérard Wolf est dans la salle. C'est pas neutre vis-à-vis de la visibilité des savoir-faire des entreprises françaises. Les entreprises américaines sont très impliquées dans l'élaboration de LEED. Et LEED, comme je l'ai dit, donc LEED for Cities, il y a LEED qui est connu à l'échelle du bâtiment, mais LEED for Cities, c'est un rouleau compresseur, et donc il fallait intervenir rapidement. C'est ce qui a été fait, donc en lien avec l'instance européenne qui est en charge de ce qui existe déjà depuis 25 ans, un label sur la ville concernant uniquement les enjeux climat, énergie. Et donc, comme on l'a dit et redit, il faut avoir une approche globale. Et donc, ce que nous avons fait avec tous les acteurs, vraiment, et France Ville Durable nous a énormément aidé, et techniquement avec le CEREMA, c'est de mettre au point quelque chose de complémentaire par rapport à ce qui existe, et en particulier en France, vous savez, ça s'est appelé longtemps Citergie, maintenant c'est le label Climat Air Énergie, et plus récemment le label Économie circulaire, de compléter ce label sur l'ensemble des dimensions de la ville durable, donc les questions socio-économiques, d'inclusion, de santé, d'éducation, de résilience, de gouvernance, etc. Puis sur l'innovation également de manière transversale. Donc on a fait ça en expérimentant ce label avec des collectivités volontaires en 2021, et on peut remercier évidemment la communauté urbaine de Dunkerque d'avoir été une des premières collectivités volontaires à avoir permis d'expérimenter et de co-créer finalement ce label, et nous le déployons maintenant en France, mais aussi à l'international, en Europe, au Maroc, en Inde. Donc vous voyez, ça commence à prendre. Voilà, donc 2 exemples d'outils concrets qu'avec l'appui, vraiment le soutien très important de France Ville Durable, qui aide à créer finalement des collectifs d'acteurs pour créer ces questions complexes, traiter ces questions complexes, pardon. Voilà 2 exemples d'outils opérationnels qui sont à disposition des acteurs, à la fois pour décarboner les projets urbains en mesurant leur impact carbone, et pour avoir cette approche globale de l'ensemble des enjeux ville durable à l'échelle des collectivités. Voilà, et donc vous pouvez tous évidemment à partir de maintenant être les ambassadeurs de ces nouvelles approches qui, on le souhaite, devraient se déployer rapidement. Merci de votre attention. Merci beaucoup Michel Salem-Sermanet pour cette présentation. Des outils concrets aux réalisations inspirantes sur le terrain. Nous vous proposons de découvrir tout de suite une capsule vidéo qui nous vient de Mayotte, dans la ville de Bouéni, très précisément, avec donc la présentation du lauréat du trophée des bâtiments résilients en partenariat avec Construction 21. C'est un nouveau collège. Je tenais à remercier le jury qui nous a accordé le trophée du bâtiment résilient, mais aussi le maître d'ouvrage qui a su nous suivre dans nos démarches sur la conception de ce bâtiment, et également toute l'équipe de maîtrise d'œuvre qui a accompagné pendant près de 5 ans les études et la réalisation de ce projet, et bien évidemment les entreprises sans qui ce bâtiment n'aurait pas pu être construit. Nous avons souhaité candidater à ce trophée car ça fait de nombreuses années que nous réfléchissons et nous travaillons sur la construction de bâtiments résilients dans une démarche de bâtiments bioclimatiques qui répondent à toutes les contraintes cycloniques, pluviométriques et parasismiques qui sont propres à nos territoires, pour également essayer de minimiser l'impact de nos constructions par rapport au réchauffement climatique.
Nous avons fait un choix un peu osé pour Mayotte de construire un bâtiment en filière sèche en choisissant de faire l'ensemble de la construction en acier pour d'une part minimiser l'impact carbone du bâtiment, mais également construire plus rapidement. En construisant en acier, on construit des bâtiments légers, ce qui nous permettait de réduire le volume de béton dans les fondations. Ça nous a permis de répondre avec peu de matière aux contraintes parasismiques qui sont très fortes à Mayotte. Afin d'être résilient, nous avons cherché avant tout à être frugal en énergie, en réduisant au maximum l'usage de la climatisation et en maximisant les espaces fonctionnant uniquement en ventilation naturelle. Frugalité également technique, en essayant d'être le plus low-tech possible et ainsi réduire les opérations d'entretien maintenance future et de maximiser la durabilité du bâtiment. S'implanter au mieux par rapport au terrain naturel pour minimiser les travaux de terrassement, minimiser les mouvements de terre et ainsi protéger au mieux les sols. Nous avons également attaché une grande importance au développement des espaces verts et au développement de la biodiversité aux abords même du collège. Et nous avons également attaché une grande importance au traitement des eaux pluviales. Les principes que nous avons développés au travers de cette construction sont réplicables puisque nous l'avons déjà fait. Nous sommes actuellement en train de construire un collège à La Réunion qui reprend les mêmes principes de structure. Nous avons également développé les mêmes principes de ventilation naturelle et de fonctionnement bioclimatique. Donc sous ces mêmes climats, tous ces principes frugaux sont réplicables. Vivre dans un environnement sain et non pollué, c'est le critère que les Français placent tout en tête pour définir la qualité de vie. Ce sondage révélé ce matin par le président de France Ville Durable, le résultat de ce sondage a confirmé quelque chose qu'on imaginait, mais là, c'est tout à fait prégnant. Or, si la santé est déterminée par de nombreux facteurs, notre santé à toutes et tous ici présents, notre mode de vie, nos consommations, nos habitudes, en vérité, cette santé, on le sait maintenant, c'est connu, elle est également déterminée par un certain nombre d'expositions, par notre exposition à un certain nombre d'indicateurs, de déterminants de santé qui sont en vérité totalement liés à la ville, au territoire dans lequel on vit, à l'environnement dans lequel on respire, dans l'environnement, enfin, l'alimentation que l'on consomme, la manière dont on se déplace, etc. Tout cela est maintenant tout à fait documenté. Et pourtant, ce lien entre santé et ville, notre environnement, semble avoir été pensé de manière totalement distincte. Ma collègue Camille, tout à l'heure, a évoqué ce chiffre stratosphérique de 800 000 décès par an en Europe à cause de la pollution. Je vais en ajouter un qu'a révélé l'INSEE, je crois, la semaine dernière. Il est probable qu'environ 11 000 personnes aient décédé cet été suite au réchauffement climatique, suite à la canicule liée à ce changement climatique qui devient structurel. Alors, changement climatique dont on sait qu'il influe énormément sur un grand nombre de personnes, notamment les plus fragiles, et que ce réchauffement a un impact sur leur santé. Alors, c'est donc, puisque c'est l'ensemble de ces considérants d'aménagement, d'urbanisme, de la manière dont on a pensé ces villes qui influent sur notre santé, alors ça veut dire qu'il y a peut-être là une opportunité aujourd'hui pour, quelque part, changer les choses. Et donc, anticiper, adapter nos villes et, comment dirais-je, à ces différentes données qui sont maintenant sur la place publique, voilà un enjeu politique, un enjeu démocratique, et une opportunité sans doute pour réduire un certain nombre d'inégalités sociales, de santé sur les territoires. Alors, pour en parler et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir à cette table ronde Luc Bello, délégué général, directeur général délégué du groupe Réalité, bienvenue. Guilhem Dardier, vous exercez à l'École des hautes études en santé publique à Rennes.
François Schetzel, bonjour, vous êtes président de l'Alliance des collectivités pour la qualité de l'air. Et enfin, Raphaël Yvain, secrétaire général du CHU de Bordeaux, avec qui nous menons un partenariat nourri. Je vais me tourner, si vous voulez bien, en premier lieu vers Guilhem Dardier. Vous êtes un universitaire, vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire sur ces questions d'urbanisme et de santé. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, nous faire un rapide tour d'horizon, l'état de la connaissance dans ce domaine? Je sais que ça a pris beaucoup de temps avant qu'on admette ces interconnexions. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit peu plus sur ces enjeux? Oui, bien sûr, avec plaisir. Vous dire que, et vous m'avez piqué une partie de mes chiffres dans votre introduction, mais je vais faire avec. Non, je rigole. Non, vous dire simplement que la réflexion en fait, sur les liens entre l'urbanisme et la santé, ça part d'un constat qui est assez simple, c'est qu'on estime aujourd'hui que l'état de santé d'une population, il est déterminé à peu près à 80% par des facteurs qui sont en dehors du système de santé, des facteurs dits non sanitaires. Dans ces facteurs-là, on a les facteurs dits individuels, ce qui relève de l'activité physique des personnes, par exemple, de leur alimentation, etc. Les facteurs dits sociaux, la cohésion sociale, l'interaction sociale, socio-économique, ce qui relève bien sûr du système de santé, qui reste des facteurs, bien sûr, de l'état de santé de la population, et puis les facteurs dits environnementaux, la qualité de l'eau, de l'air, des sols, etc. etc. C'est ce qu'on appelle les déterminants de la santé, en santé publique et environnementale. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que la santé, elle se fait bien sûr dans le système de santé, mais elle se fait aussi en dehors. Et en dehors, aux portes de nos hôpitaux, qu'est-ce qu'on a? On a la ville, on a les territoires, avec les choix d'urbanisme, les choix d'aménagement, de transport qui influencent la qualité de l'air qu'on respire, notre exposition au bruit, le potentiel d'interaction sociale, la qualité de notre environnement, etc. etc. De ce fait, ça nous pousse à considérer que l'urbanisme, c'est vraiment un levier d'action très important pour essayer d'améliorer l'état de santé des populations et l'environnement, notamment dans un contexte d'urbanisation croissante. Je rappelle que depuis quelques années, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes. On est à 56% et on va arriver aux 2/3 de la population mondiale dans quelques années. Et a fortiori, parce que les villes, elles sont vraiment à la rencontre d'enjeux climatiques, environnementaux, d'accord, de lutte, d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Et puis les grands enjeux de santé publique auxquels on fait face. Alors jusqu'à il y a quelques années, on disait qu'il y avait eu ce grand changement. On était passé des enjeux des maladies transmissibles aux maladies chroniques. Maintenant, vu qu'il y a la Covid, on a remis les maladies transmissibles dans la balance, mais en tout cas, les enjeux de vieillissement dont on a parlé tout à l'heure, les maladies chroniques non transmissibles, donc c'est par exemple tout ce qui est diabète, asthme, on pourrait parler de la dépression aussi chronique, pour parler de la santé mentale, les cancers, etc., etc., et puis donc les maladies transmissibles. Donc le concept d'urbanisme favorable à la santé, finalement, c'est juste, ça part de ça et ça part de ce constat-là, et c'est finalement l'objectif de promouvoir des choix d'aménagement et d'urbanisme qui minimisent l'exposition des populations à des facteurs de risque pour leur santé, qui maximisent l'exposition à des facteurs de protection et surtout qui essayent de penser aussi les co-bénéfices entre la santé et l'environnement. Pour illustrer ce lien-là entre santé et environnement dont vous pensez, j'aimerais rebondir sur la même étude que vous citez de l'INSERM qui est sortie il y a quelques semaines, qui montre qu'en effet, il y a de la surmortalité en période de canicule et d'événements de chaleur extrême, on le savait. Mais en creusant ces causes de mortalité-là, ils se sont rendus compte que c'était lié aussi à une cause de mortalité à laquelle on ne s'attend pas forcément, qui est le suicide. Il y a un lien statistique fort sur les 50 dernières années en France, et on le retrouve dans d'autres pays, entre la chaleur et les événements climatiques extrêmes en matière de chaleur et le taux de suicide qu'on retrouve. D'accord ? Et il travaille actuellement sur deux hypothèses. D'une part, le fait que les fortes chaleurs diminuent la sécrétion de la sérotonine, qui inhibe notamment les comportements dits impulsifs, et d'autre part, parce que ça joue sur les interactions sociales des périodes de canicule. Donc, encore une fois, là, on voit bien l'approche écosystémique de la santé pour venir questionner ce lien entre santé et environnement. Donc une fois qu'on a parlé du concept, du constat et du concept, la question c'est comment on agit, comment on essaye de mettre en œuvre l'urbanisme favorable à la santé, en se disant que ça ne relève pas d'une action unique ou de l'application de clés en main. Nous, à l'École des hautes études en santé publique, avec un ensemble de partenariats, que ce soit l'OMS, des collectivités territoriales, des aménageurs, on croit en une approche qui repose sur trois piliers, trois stratégies d'action. La première, c'est la connaissance. La connaissance, c'est considérer tout projet d'aménagement et d'urbanisme en essayant d'avoir une approche écosystémique de la santé, c'est-à-dire se demander quels sont les liens entre ce projet-là et ces composantes-là, et puis les différents facteurs dont je vous parlais, les déterminants de la santé. Et donc, on travaille notamment, pour aider les acteurs de terrain, on mène des projets de recherche qui nous permettent de cartographier les liens qui existent entre différentes composantes d'aménagement et la santé.
Par exemple, on a mené un travail sur les espaces verts urbains pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils permettaient de réduire le stress, les maladies chroniques et d'autres impacts sanitaires, en essayant d'étudier quels sont les mécanismes qui génèrent ces effets-là des espaces verts urbains et surtout à quelles composantes ils sont associés des espaces verts urbains, pour après pouvoir travailler sur un outil de diagnostic qui permet de diagnostiquer le potentiel santé des espaces verts urbains et donc de jouer en jouant sur les composantes, sur les usages, sur essayer de maximiser ça. Ça, c'est pour le premier pilier. Le deuxième pilier, après la connaissance, c'est l'interconnaissance. C'est se dire, bon, ok, on travaille, nous, de notre côté universitaire, avec des acteurs sur le développement de ces connaissances-là, mais comment est-ce qu'on les diffuse? Et donc, c'est bosser sur des formations, des rencontres, des publications, bref, tout ce qui permet de faciliter la rencontre des acteurs de la santé publique et de l'aménagement et de l'urbanisme pour stimuler les initiatives d'urbanisme favorables à la santé. Donc au début, j'avais préparé un petit PowerPoint pour montrer quelques publications. On m'a dit que c'était trop petit, mais il se trouve qu'en me baladant, par hasard, j'ai trouvé une de ces 2 publications dans le magnifique bibliothèque là où on est reçu, qui est un des derniers numéros de la revue Diagonale, une revue d'urbanisme. Le numéro de mars était dédié vers la ville du bien-être. Et en parallèle, il se trouve qu'en mars également, la revue La Santé en Action a publié un excellent numéro aussi avec un sujet dédié à ça pour celles et ceux que ça intéresse. Ça peut nourrir vos réflexions. Donc voilà pour le deuxième pilier. Le troisième, après la connaissance et l'interconnaissance, c'est la question des outils. Comment on développe des outils et des méthodes pour adapter, pour accompagner les acteurs de terrain dans l'intégration de la santé dans leurs projets d'aménagement et d'urbanisme. Je pense que les personnes autour de cette table sont aussi plus à même que moi d'en parler, mais vous dire rapidement qu'on retrouve dans ces outils-là les démarches d'évaluation, notamment l'évaluation d'impact sur la santé, permet, avant qu'un projet soit mis en œuvre, d'essayer d'en estimer ses effets sur les déterminants de la santé et faire des recommandations. Il y a aujourd'hui une quarantaine de collectivités qui, en France, ont déjà mené une EIS, une évaluation d'impact sur la santé d'un projet d'urbanisme, dont la ville de Strasbourg. Il y a les démarches plus d'accompagnement, d'accord, qui, elles, relèvent de comment, à tous les stades d'un projet d'aménagement, de la conception jusqu'à la réception des travaux, on peut avoir un réflexe santé plus accru. Et à l'EHESP, on a développé notamment un guide qui s'appelle le guide Isadora pour intégration de la santé dans les opérations d'aménagement, qui a cette vocation. Et il y a une formation en ligne. Et puis enfin, il y a les démarches plus de développement durable type écoquartier et les procédures réglementaires, par exemple les études d'impact sur l'environnement qui peuvent servir à ça. Donc voilà un petit peu un panorama est ce que je peux vous dire dans un premier temps sur l'urbanisme favorable à la santé. Très bien, merci pour ce premier éclairage. Je me tourne vers Françoise Schetzel. Françoise, Guillaume Dardier disait à l'instant, après avoir dressé son panorama, il faut faire des choix. Alors, les collectivités locales, elles sont confrontées à ces choix. De votre point de vue, est-ce que les choix sont bien opérés? Le micro marche, c'est bon? On m'a dit que oui, ça il marche parfaitement, ça c'est marche. parfait. Donc, comment opérer ces choix? Où est-ce que ça fonctionne bien? Où sont les nœuds? Où sont les difficultés? Comment se portent les élus par rapport à cette question d'intégration de la santé dans l'urbanisme? D'abord, j'ai envie de dire, merci de nous avoir invités à France Ville Durable. Bonjour à toutes et à tous. Et j'ai envie de commencer par une chose par rapport à tout ce que j'ai entendu là aujourd'hui. On parle d'évolution de culture, on parle d'évolution de modèle, on parle de trouver des coalitions, de mettre tout le monde autour de la table. Je suis persuadée, et mon expérience d'élu me fait encore plus insister là-dessus, c'est que parler de santé, parler de qualité de vie, parler de cadre de vie, ça permet de mettre tout le monde autour de la table. Exemple, la zone à faible émission. La zone à faible émission, si vous ne parlez pas de santé, vous pouvez être sûr qu'on va s'écharper sur la question voiture électrique, il n'y a pas assez de bornes, oui, c'est des feux, c'est contre les pauvres, etc. Donc, formidable levier pour vraiment faire du débat public, faire de la controverse, faire de la discussion. Alors, par rapport à toutes les questions que tu poses, comment on se débrouille? D'abord, peut-être aussi dire qu'aujourd'hui, je suis présidente d'une association d'élus qui s'engage, transpartisane, qui s'engage sur la qualité de l'air, qui est une jeune association de 2018 et qui, évidemment, qualité de l'air, est-ce que les élus en parlent entre eux? Assez peu. Qualité de l'air et santé, encore moins. Et tout compte fait, il y a des élus, et maintenant, cette association rassemble quasiment toutes les grandes métropoles,
pas mal de grandes villes, les élus disaient « Nous, on est paumés dans notre coin, on fait des trucs, on ne sait pas si ça marche, ils ne connaissent pas tous le HESP. Il faut vraiment qu'on en parle ensemble. » D'où l'alliance des... Et bien évidemment, dans nos discussions, très vite, on est arrivé sur la santé. Puisque, tu l'as dit, tu l'as rappelé Christophe, la santé, c'est un désastre, et Guylaine m'en a parlé, c'est un désastre sanitaire. Et c'est encore, j'allais dire, pire et plus parlant quand on territorialise le désastre sanitaire. C'est-à-dire, par exemple, sur l'Eurométropole de Strasbourg, je sais qu'il y a plusieurs centaines de morts par an liées à la pollution atmosphérique. Évidemment, désastre sanitaire pour les enfants, etc. Et tout de suite, ce que j'allais dire, c'est que quand on parle santé, le problème, c'est qu'on parle en négatif. On voit des maladies, de la souffrance, de la mort, des enfants qui se développent mal, etc. Et donc, tout à fait important, et c'est lié au choix qu'on peut faire, tout à fait important de dire oui, mais si on améliore la qualité de l'air, alors on va gagner en santé. La qualité de l'air, c'est aussi de la mobilité. La qualité de l'air, c'est aussi de l'urbanisme. La qualité de l'air, c'est aussi de l'agriculture. Et donc, la qualité de l'air touche à pas mal de politiques publiques locales qui sont de la compétence des métropoles ou des villes. Et du coup, c'est les choix à partir de discussions. J'ai envie de vous donner des exemples tout de suite. À partir de discussions sur les questions de santé, sur les questions de qualité de vie, sur les questions de cadre de vie, on peut faire des choix. Des exemples. Alors là, je prends une autre casquette, puisque les exemples, je vais surtout les sortir de mon expérience d'élu, puisque, comme par hasard, j'allais dire, je suis vice-présidente qualité de l'air, et puis santé environnementale, et puis urbanisme opérationnel, c'est-à-dire suivi des projets d'aménagement sur la métropole de Strasbourg, et puis qualité de vie et cadre de vie. Alors, tout ça, ça a commencé comment? Je trouve que c'est assez intéressant de le savoir. Par une EIS, par une évaluation d'impact santé, lors du dernier mandat. Cette évaluation d'impact santé dont parlait Guylaine, est-ce qu'elle a eu de l'efficacité dans la façon dont on reprenait la ZAC, il s'agissait d'une ZAC, peut-être pas, mais elle a eu une efficacité réelle dans le sens où les élus ont découvert que la santé, que l'urbanisme pouvait jouer sur la santé. Et puis, tu m'arrêteras parce que je suis très bavarde, oui. Je dirais simplement, en restant sur l'urbanisme, que tout compte fait, on a fait en partenariat avec l'école d'archi, plusieurs débats avec les aménageurs, etc. On a fait une formation avec tous les professionnels de l'urbanisme en partenariat avec le HESP. Et tout récemment, c'était pas plus tard que mardi, sont venus me voir un maire, des acteurs économiques pour une nouvelle zone d'activité artisanale qui ont dit « Madame Chetzel, nous, on veut en faire un démonstrateur d'urbanisme favorable à la santé. » Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Raphaël Yvain, donc secrétaire général du CHU de Bordeaux. François Chetzel évoquait à l'instant les problèmes d'information sur ce qui se passe, les solutions, etc. Vous représentez une institution de santé. Est-ce que cette information, elle vient dans le monde de la santé? Quelle est la place du système de santé par rapport à ces enjeux? Comment vous absorbez tout ça? Et quel rôle vous pouvez jouer positif pour nous en sortir? Merci déjà de l'invitation et puis de mettre le sujet de la santé à l'honneur aujourd'hui. Je crois que tout le monde l'a plus ou moins abordé dans la journée, mais la crise écologique, c'est aussi une crise sanitaire. Et donc, bien sûr, il y a les déterminants de santé, mais moi je plaide pour qu'on en a longuement discuté, mais pour que le système de santé en tant que tel soit concerné prioritairement par cette ambition et cette dynamique de transformation écologique. J'y reviendrai pour essayer de détailler un peu les raisons qui conduisent à cette position. Sur le fait d'avoir une information, je pense que
le secteur de la santé, l'hôpital en particulier, a beaucoup de retard aujourd'hui, je le dis assez simplement, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le cœur de mission est tel, la mission de soins, la mission de recherche, d'enseignement, de formation, pour l'accès aux soins, la qualité des soins, etc. La mission de santé publique est telle que finalement, je pense pendant un certain temps, il y a eu une forme de concurrence entre le fait de pouvoir se mobiliser et mobiliser les moyens qui sont prévus pour réaliser ces missions, et non pas de pouvoir avoir cette possibilité d'agir en parallèle sur cette ambition de transition et de transformation écologique. Je pense que les choses sont en train de changer. Elles changent parce que, bien sûr, les professionnels de santé, les usagers du système de santé sont des citoyens, et donc au même titre que chaque personne prenne conscience des enjeux. Et puis, le fait que ça soit une crise sanitaire, une crise de santé publique, ça devient aujourd'hui insupportable, je pense, pour beaucoup de professionnels de santé. D'un côté, de mener à bien leur mission de soins auprès des patients dans un système finalement qui ne permet pas d'avoir un fonctionnement, je dirais, vertueux, ou en tout cas qui laisse une empreinte environnementale assez forte. Donc c'est vraiment une priorité que la transformation écologique du système de santé. Bien sûr, l'hôpital y tient une place particulière. Donc la première chose, je viens de le dire, c'est l'empreinte environnementale. Vous avez peut-être connaissance de l'évaluation du Shift Project, qui chiffre à 8% des émissions nationales en lien avec les activités du système de santé. The Lancet l'évalue à 4,4% au niveau mondial. Donc c'est un secteur comme les autres qui, bien sûr, doit travailler son empreinte environnementale, bien sûr avec le défi de ne pas rogner sur la qualité des soins et d'inscrire ça vraiment, ce projet de transformation, dans un projet de santé publique. La deuxième chose, c'est bien sûr l'adaptation. Je crois que l'hôpital et les services de santé sont peut-être les seules organisations et les seuls services publics, je dis parmi les seuls, à être ouverts 7 jours sur 7, à toute heure, et tous les mois de l'année, notamment pendant les périodes de fortes canicules, où là, l'hôpital doit continuer à fonctionner. Donc il y a un enjeu d'adaptation, mais je dirais urgentissime. Et donc là, aujourd'hui, la représentation dans la salle et à cette journée, je pense que c'est une des clés de réponse, c'est quelle mobilisation collective on peut créer autour de ce qu'on considère être comme des enjeux prioritaires d'adaptation sur un territoire et au niveau national. Et encore une fois, je pense que l'hôpital et le système de santé sont bien sûr prioritaires parce que, du fait de la nature de leurs activités, du service rendu. Et puis j'en viens au troisième point, ça a été dit, on a un enjeu de santé publique majeur. Les plus grandes revues scientifiques médicales, notamment The Lancet, au moment de la sortie du dernier rapport du GIEC, ont indiqué que c'était le changement climatique et les désordres écologiques étaient l'enjeu de santé publique numéro 1 du 21e siècle. On le voit par rapport aux décès liés aux canicules, mais c'est aussi toutes les maladies infectieuses, c'est aussi la malnutrition dans le monde. L'OMS chiffrait en 2016 à plus de 12 millions le nombre de décès annuels liés à une cause environnementale. Sur les morts liées aux catastrophes écologiques, il prévoit un doublement d'ici 2030 et ensuite 250 000 personnes décédées supplémentaires en lien avec les conséquences du changement climatique. Donc je pense que à la fois c'est une nécessité d'adaptation rapide, ça va être une demande qui va être portée et qui est portée par les usagers du système de santé et par les professionnels de santé. Et de manière plus positive, on parlait de construire un imaginaire pour rendre acceptable cette transformation écologique. Je pense que la question de la santé est un des piliers qui doit permettre de servir aussi la dynamique globale de transformation écologique de nos sociétés, de notre modèle. Et donc, il faut s'appuyer là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous les concepts. On a la prévention, on a la santé environnementale, on a le bien-être, on a l'accès aux soins, on a la pertinence des soins, etc. Donc je pense vraiment qu'on doit investir ce champ fortement et que c'est à la fois nécessaire pour le système de santé, mais c'est aussi indispensable pour réussir cette transformation écologique globale. Merci beaucoup, Raphaël. Vous reviendrez dans un instant pour nous dire un petit peu ce que vous mettez en place à Bordeaux pour agir.
Je me tourne vers Luc Bello. Vous dirigez le groupe Réalité. Est-ce que vous voulez bien nous dire du côté donc de la maîtrise d'œuvre sur le terrain auprès des villes, comment ça se passe, quels sont les leviers sur lesquels vous agissez, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui pourrait marcher mieux aussi pour accélérer? Évoquer ce qui marche, effectivement, tous les chiffres qu'on vient d'évoquer ne sont pas très réjouissants. Là, donc, c'est bien qu'on puisse ouvrir la discussion sur les solutions. Et c'est vrai que les entreprises qui sont dans France Ville Durable sont plutôt extrêmement mobilisées depuis longtemps, évidemment, sur le sujet, avec orienté solutions et orienté solutions durables. Et c'est un des vrais enjeux dans la manière dont on doit pouvoir aborder le sujet. Et la santé, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu un impensé. Parce qu'à la fois, c'est dans toutes nos politiques publiques, on y pense tout le temps. Patrice l'évoquait ce matin dès l'ouverture de nos travaux. Et en même temps, quand on regarde le manifeste de France Ville Durable, on trouve le mot santé qu'une fois. Et encore, il est entre parenthèses, entre le mot éducation et je ne sais plus ce que j'ai noté, sécurité. Avec 3 petits points derrière. Voilà, et 3 petits points. Parce qu'en fait, c'est vraiment partout. Et c'est plus une conséquence. Alors qu'à force est de constater, après la journée qu'on vient de passer, qu'il faut que ce soit intégré très tôt dans nos réflexions. Et il faut que ce soit, à un moment donné, une forme de préalable. Alors, on l'évoquait sur la qualité de l'air, sur les chiffres que vous venez d'évoquer les uns et les autres. Et on y est plutôt prêt. Alors, les conditions de la réussite sont certainement nombreuses, mais on a capacité à pouvoir se projeter aujourd'hui. On a de belles expériences qui peuvent exister. Alors, c'est vrai dans la maîtrise d'ouvrage, c'est vrai dans les entreprises des utilities d'une manière générale et la manière dont ils accompagnent les territoires. Moi, la première fois que j'ai découvert réellement le territoire de Dunkerque, c'était une audition TIGA en 2018, quand j'avais été nommé expert sur le pays à 3. Et c'était Dunkerque et c'était, moi, quelque chose qui m'avait effondré ce jour-là au moment de l'audition. C'était l'espérance de vie. Un jeune qui naissait à Dunkerque le jour où on parlait avait entre 4 et 6 ans de moins d'espérance de vie qu'un jeune qui était né chez moi à Angers. Et c'est une injustice qui est scandaleuse et qu'on ne peut pas laisser ainsi. J'ai vu que les derniers chiffres confortaient toujours, malheureusement, cet état de fait, et avec toujours à peu près 4 ans de moins que l'espérance de vie moyenne. Et cette mobilisation, elle doit être générale. Et là, l'enjeu, en l'occurrence, sur Dunkerque, c'était justement sur les enjeux de pollution, sur les enjeux de dépollution. Là, alors, à la fois les émissions, à la fois la dépollution, notamment sur les activités portuaires. Je ne sais pas si Bruno et Hervé est toujours là, mais avec des entreprises comme Suez, avec un vrai travail qui est engagé, et pas seulement pour accompagner avec des outils, parce que c'était quand même l'origine du projet et de l'enjeu de l'innovation, avec des outils, accompagner les entreprises à piloter, comprendre, mais derrière, trouver les solutions, accompagner le territoire dans sa compréhension de ces enjeux, chiffrer ces réalités, y compris pouvoir gérer potentiellement les pics, alerter les populations. Donc voilà, les solutions, elles existent dans la maîtrise d'ouvrage d'une manière générale aussi. D'abord parce que dans la programmation, dans les grands projets urbains, bien souvent, de plus en plus, on nous demande de satisfaire un besoin de santé, d'y mettre des maisons de santé, d'y mettre des professionnels de santé, des cliniques, de plus en plus, et on l'évoquait ce midi, des enjeux autour du sport sur ordonnance, voilà, qui devient une nécessité, du sport sur ordonnance, notamment en préopératoire ou suite avec notamment des traitements de cancer. On a cette réalité aujourd'hui et la santé, elle doit être à tous les niveaux. Donc au niveau de la programmation, je viens de le dire, au niveau de la préservation, évidemment dans la production que l'on peut avoir sur les territoires. Et l'exemple qu'on a vu tout à l'heure de Link City était très intéressant aussi. Nous, chez Réalité, on est aussi devenu industriel bois, d'abord par défaut, parce que personne ne satisfaisait le niveau de qualité qu'on voulait. Donc on a racheté une petite boîte, on l'a fait passer en 3D, robotisé. Et aujourd'hui, on fabrique réellement en biosourcé, en français. Mais il faut s'en donner les moyens, il faut pouvoir avoir ces moyens. Et il faut pouvoir l'intégrer dans les programmations des territoires, ce qui n'est pas toujours simple. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, ça coûte encore plus cher de fabriquer ainsi. Et donc on est sur ces schémas. Et puis... pour citer un exemple qui nous a tenu à cœur, ça fait maintenant plusieurs années qu'on a une calculette d'utilité sociétale. Il n'y a pas un projet qui sort de comité d'engagement en groupe si on n'est pas passé par cette calculette d'utilité sociétale. Alors aujourd'hui, on ne sait pas encore bien le faire sur les matériaux,
sur les peintures, sur les solvants, tout ce qu'on a pour la pollution de l'air intérieur. C'est notre prochain chantier, on y croit beaucoup, mais on le fait déjà aujourd'hui sur toute l'origine des matériaux, on le fait déjà des autres matériaux de construction, on le fait sur les enjeux de l'utilité sociétale et de la programmation que j'ai évoquée, sur les achats responsables. Et il y a un dossier qui ne passe pas les fourches codines de cette calculette d'utilité sociétale, dont les éléments de santé, mais c'est un dossier qui ne sort pas ou qui doit être revu pour pouvoir passer. Donc voilà, les entreprises aujourd'hui, elles sont en capacité de faire, elles ont plutôt envie de faire. Il faut plutôt les utiliser, leur demander d'être dans une obligation de résultat et pas toujours une obligation de moyens. Alors j'ai plein de défauts, mais notamment j'ai été élu pendant une 20aine d'années et on avait l'habitude d'avoir des cahiers des charges qu'on mettait toujours extrêmement compliqués. On en était rendu à expliquer quel type de béton il fallait, quel type de ferrage pour construire un pont. Non, j'ai besoin d'un pont, il doit passer 80 000 véhicules jour, un tramway, des bus qui passent toute la journée et des pistes cyclables. Et après, les entreprises, elles savent répondre à ça, pour peu qu'on donne des normes et les quelques enjeux. Et je pense qu'on fera beaucoup plus appel à l'intelligence des entreprises. Elles sont prêtes, elles ne demandent que ça. Donc leur demander une obligation de résultats, pas toujours une obligation de moyens, elles sauront faire les moyens. Merci Luc. Guilhem, je reviens vers vous. 3 acteurs de terrain à vos côtés, des difficultés, des opportunités, des outils. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous qui regardez loin et qui nous transmettez ensuite vos recommandations? Alors, parfois, il y a souvent de la pluie en Bretagne, donc on essaie de regarder loin, mais mon regard ne porte pas si loin que ça, malheureusement. Mais comme en ce moment, d'ailleurs, je vois dehors. Mais la lumière ici Ouais, est particulièrement forte. Particulièrement forte, complètement. Non, ce que ça m'évoque, c'est qu'il existe un certain nombre de défis face à nous autour de l'urbanisme favorable à la santé et qui pour moi, sont à 2 niveaux, à la fois très en haut de la pyramide et puis très en bas, pour rebondir sur ce que disaient les autres personnes autour de cette table. Très en haut, parce que je pense qu'en effet, il y a un enjeu autour de la place que la santé peut avoir dans la construction d'un nouvel imaginaire autour des villes et du futur. Et quand on parle de... même si on regarde dans la science-fiction ce qui se fait sur le futur des villes, on voit des villes durables, environnementales, mais la place de la santé, qu'est-ce que ça peut apporter à ça? Ça peut paraître, je pense, bête, mais générer un imaginaire aussi, ça peut permettre aussi parfois de la mise à l'agenda politique. Et je pense qu'il y a cette question-là aussi sur la contribution de la santé à une nouvelle doctrine, ou en tout cas au-delà d'un nouvel imaginaire urbain. Et puis, tout en bas de la pyramide, c'est vrai que c'est la question de la mise en œuvre. Nous, en tant qu'acteurs académiques, on essaye forcément d'avoir notre place auprès des acteurs de terrain. C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille plus à l'EHESP. C'est aussi du fait de notre position d'institution publique et puis historiquement avec des collectivités territoriales, avec des aménageurs publics, mais les acteurs privés de la ville qui sont partie prenante de la fabrique de la ville et qu'aujourd'hui avec qui on a peu de dialogue, c'est aussi peut-être une marge de progression pour nous dans le futur, nouer des nouveaux partenariats avec ces acteurs-là et pour toujours être dans comment faire en sorte aussi que la recherche soit au service de l'action en matière d'urbanisme favorable à la santé. Très clair. Je me tourne du côté des élus et donc des villes. Donc Françoise, une réaction? J'allais dire que ce que tu dis, Guilhem, je pense que de fait, le HESP est assez proche des élus, il suffit qu'ils aillent la chercher. C'est vrai que je vous ai parlé de l'EIS. Là, on est en train de discuter avec le HESP pour une formation des élus sur l'urbanisme favorable à la santé. On a fait une marche apprenante avec tous les aménageurs, les urbanistes, etc. C'est-à-dire aller se balader dans un quartier avec quelqu'un de l'EHESP qui dit, ben voilà, là, on peut faire mieux, etc. Donc, effectivement, cette question d'articulation de la recherche avec les acteurs est extrêmement importante. Et je pense que l'INET également était partenaire dans cette marche apprenante. Et effectivement, c'est important. Et je crois que quand même les universitaires, je ne parle pas de l'Université de Strasbourg, sont quand même, ils se mobilisent assez facilement pour pouvoir avancer ensemble. Sur la programmation, alors écoutez, il y a beaucoup et de plus en plus de métropoles qui font des OAP, des orientations d'aménagement et de programmation, qui ont trait notamment aux questions d'air. Moi, je pourrais citer Grenoble, Lille, Strasbourg, je crois que Lyon va aussi avec des choses extrêmement précises, soit en interdiction, soit en préconisation.
Et ce que je pensais, c'était quoi ta question, Christophe? Comment on fait? Comment on accélère? Volonté politique, tu disais. Alors évidemment, volonté politique, et on a quand même, ce que je voulais dire, il y a beaucoup d'acteurs. Ouais. Moi, je me suis, par exemple, occupée de la ZFE. La ZFE, un gros conflit, la ZFE est contre les pauvres, la ZFE, on n'a pas besoin de faire une ZFE, etc. La ZFE, à l'Eurométropole, à l'heure actuelle, restons modestes, avec un certain nombre de conditions, c'est les 33 communes, tous les jours, les véhicules personnels et professionnels. Grâce à quoi? Notamment aux questions de santé. Mais restons modestes, on va avancer pas à pas. Et les acteurs économiques sont engagés. Tout à fait engagés. Voilà. Merci Françoise. On va très très vite. Je me tourne vers Raphaël Yvain et Bordeaux, car à Bordeaux, il se passe des choses au CHU. Les unités durables, la grande mobilisation du personnel. Raphaël, allez-y. Oui, merci. Je pense schématiquement, il y a 3 niveaux d'action pour l'hôpital et le système de santé pour agir. Bien sûr, il faut qu'on travaille plus fortement avec les pouvoirs publics pour lever tout un tas de blocages et de freins qui existent, d'ordre financier, d'ordre réglementaire, d'ordre de disponibilité des compétences. On a parlé un peu de formation, donc ça, c'est des enjeux qui doivent être travaillés avec les acteurs de terrain et notamment les hospitaliers. Le deuxième, j'y reviendrai, c'est une action territoriale avec les différents acteurs du territoire, parce qu'il faut que l'hôpital soit beaucoup mieux face aux chocs et aux crises qui nous attendent, intégré dans son écosystème et dans son territoire. On y travaille avec Bordeaux Métropole et avec France Ville Durable. Et la troisième chose, et à mon avis qui est en tout cas la plus importante dans un premier temps, c'est que les professionnels et les usagers de l'hôpital puissent de l'intérieur contribuer à changer le système et à transformer le système, parce que ce sur quoi aujourd'hui à la fois les enjeux se concentrent et là où sont les leviers pour avoir des résultats importants, c'est changer les organisations, les pratiques de soins. J'ai parlé de pertinence des soins, etc. Et ça ne peut fonctionner que si c'est une dynamique qui vient et qui est portée par les professionnels de santé et par les usagers. Donc nous, on a une démarche qui s'appelle les unités durables. Donc je vous invite à aller vous renseigner sur le site internet du CHU de Bordeaux. Et j'espère que vous nous réinviterez pour pouvoir en parler dans le détail. C'est finalement quelque chose d'assez simple, hein. C'est de donner la possibilité à des services volontaires, pilotes, de se mettre autour de la table et de définir quels sont nos enjeux dans le service en termes d'organisation et de pratique par rapport à cette transformation écologique. Quels sont nos objectifs? Quelles actions on met en œuvre par rapport aux bonnes pratiques qui existent, par rapport à nos compétences, à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut bouger, par quoi on commence? Et on définit un plan d'action avec un guide de partage de pratiques qui est mis à disposition de tous les services. Donc ça entraîne aussi du partage d'expériences entre pairs. Et on met en place un système d'auto-évaluation et de labellisation interne, non pas pour avoir quelque chose de technocratique, mais pour valoriser cette dynamique de changement et cette réappropriation du changement par les équipes de terrain. Donc on a lancé ce projet. Il est en train de se diffuser à travers beaucoup d'hôpitaux en France et au sein du CHU. Et un mot rapidement sur la question territoriale. Je pense que, on le sait, hein, la question bien sûr de l'énergie, des transports, des déchets, de tout un tas de choses. L'hôpital, il ne peut pas gérer ça tout seul, il est dépendant, il doit travailler avec les acteurs du territoire. Et donc j'espère que le projet qu'on est en train de mener avec Bordeaux Métropole et France Ville Durable, on a un atelier dans quelques jours à la fin du mois. Ça va nous aider. Avant, on parlait des hôpitaux qui étaient des hospices il y a un temps assez lointain. Et j'espère que désormais, on va inventer les hôpitaux Oasis. On s'y engage. Sébastien Maire ne sort pas de la salle. On parle des hôpitaux Oasis. Merci Raphaël. Luc, encore un mot sur les solutions, agir dans les territoires avec les élus. Allez-y. 3 choses, 3 mots alors, puisque ce sera la fin. 1, il faut d'abord penser les usages. Dans les projets urbains,
l'ouvrage n'est que la conséquence de l'usage. On n'a pas fonctionné comme ça pendant des décennies. On a évoqué tout à l'heure le renouvellement urbain qu'on a connu dans les années 80-90. On a fonctionné à l'envers. On a pensé d'abord aux infrastructures, on a d'abord pensé aux bâtiments, et on n'a pas pensé à la vie, et on n'a pas pensé aux habitants. Alors évidemment, on se disait qu'il y avait une conséquence pour eux, mais c'est pas d'eux qu'on est parti. C'est un peu le même sujet que pour la santé tout à l'heure, si vous faites le lien. Et donc, il faut vraiment partir des usages. C'est là que vous arriverez à avoir un projet et toute sa cohérence. Et puis, moi, j'ai jamais confondu les élections et la Pentecôte. L'Esprit Saint ne descend pas sur nos décideurs locaux le soir de leur élection. Là, on a besoin de travailler avec eux, on a besoin de dialoguer, on a besoin de pousser jusqu'au bout le dialogue. Et Judith disait tout à l'heure, avec beaucoup de diplomatie, parfois, le fait qu'on avait effectivement dans tous les documents, les PADD, les anciens plans de déplacement urbain, les plus, on a beaucoup de cohérence, on met énormément d'ambition. Mais parfois, d'abord, il n'y a pas toujours de cohérence entre les deux. Et on continue d'avoir des politiques de déplacement en transport en commun extrêmement fortes, favorables à tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, et des plus qui continuent de demander 2 places de parking par voiture et qui continuent de pousser à l'usage des véhicules. Donc voilà, on a encore tout un travail à faire. L'état d'esprit est en train de changer. Il y a des maires qui poussent à ça. France Ville Durable pousse à ça. Et heureusement, parce que je pense qu'on va avoir des villes dans lesquelles on vivra mieux plutôt que d'avoir des nappes de parking qui ne servent à rien. Et mon tout dernier point, c'est que des territoires qui poussent ces stratégies, il y en a énormément, on en a cité quelques-uns, Est Ensemble, les PAMARN, qui ont vraiment mis en place des expérimentations et qui ont des choses à montrer. France Ville Durable fait énormément de choses. Cette journée, un groupe de travail autour de la santé, donc pour lequel vous pouvez toujours nous rejoindre. Il y a une formation qui a lieu le 17 et 18 octobre à Nantes, organisée par France Ville Durable. On peut s'inscrire jusqu'au 30 septembre pour qu'enfin les enjeux d'urbanisme et de santé soient considérés au même niveau. Et puis, il y a tout un tas d'autres débats et les recommandations du PFVT que je n'aurai pas le temps de détailler, mais qui ont largement travaillé sur l'approche globale de la santé, dans les politiques publiques, l'offre d'accès et tous les enjeux de prévention et d'éducation. Une fois qu'on a mis tout ça autour de la table, on a de quoi monter un vrai projet de territoire qui n'est pas qu'un projet de santé, qui est d'abord un projet de vie, mais la santé aura été au début de ce projet de vie. Belle conclusion. Françoise, allez-y. Oui, 2 choses. Rapidement, on avait rattrapé le retard. Alors, Puisque j'entends que France Ville Durable veut s'engager, c'est tant mieux, sur les questions de santé. Je suppose que vous avez vu qu'il y a 2 appels qui ont eu lieu dans les 6 mois derniers. L'appel pour un GIEC de la santé, ça vient de Grenoble, et l'appel à l'Union européenne d'un engagement des villes pour une santé globale, avec un certain nombre de villes françaises et européennes. Et dernière chose, l'Alliance des collectivités pour la qualité de l'air organise le 18 et 19 octobre à Strasbourg des assises nationales de la qualité de l'air, où on parlera air et santé, mais pas que, également air et climat. Et donc, j'espère bien vous retrouver, ou certains et certaines d'entre vous. Merci infiniment. Voilà un beau programme ensemble pour faire société autour des questions de santé et donc de ville durable. Vous avez été remarquable parce qu'on a rattrapé le temps. On était en retard à cause de nos collègues précédents. Et donc, bravo à vous. Raphaël Yvain expliquait à l'instant qu'on allait à Bordeaux dans 2 semaines pour travailler sur un atelier territorial. Alors, si vous vous posez la question, vous qui nous regardez peut-être en visio, à quoi ça sert pour une collectivité, par exemple, d'adhérer à France Ville Durable, eh bien, regardez, c'est pour vous. Le 1er juillet dernier, France Ville Durable rencontrait les élus locaux et les différents services de l'agglomération Seine-Eure pour leur permettre d'avancer dans leurs projets en associant satisfaction des besoins quotidiens et prise en compte des enjeux climatiques. Nous venons avec les membres des 4 collèges de France Ville Durable pour inspirer les équipes politiques et techniques locales, leurs partenaires, et les aider dans leurs projets de territoire. Des idées, des outils et même des exemples de réalisation ont pu être exposés grâce à l'intervention de différents membres de France Ville Durable. Suez, Bouygues Construction, le ministère de la Transition écologique, l'ADEME, le CEREMA Normandie Centre, Imatera, le Conseil régional de l'Ordre des architectes, Valor, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Eure, le cabinet La Ville Plus ou encore les services de l'éducation nationale.
Tous ces partenaires ont eu l'occasion d'échanger avec les acteurs du territoire sur les enjeux de leur politique d'aménagement. C'est très intéressant de participer à ces ateliers territoriaux organisés par France Ville Durable pour partager justement beaucoup d'inspiration, comme on l'a fait ce matin, de retours d'expérience. C'est aussi l'occasion justement d'avoir ces échanges en dehors de tout contexte commercial pour s'imprégner des enjeux du territoire, partager justement nos solutions aussi, nos innovations. La transition, c'est réinventer comment on va construire notre société, notre monde de demain. Ça passe par les politiques publiques et ça passe par le bâti. Pour engager cette transition, il faut pouvoir échanger des différentes expériences, rentrer dans le détail. Pour intensifier un territoire, je pense qu'il faut exploiter tout ce qui est déjà existant. C'est la meilleure solution pour réussir à relever les défis de changement climatique et de transformation de nos modes de vie qu'on est en train de vivre. On accompagne les intercommunalités sur les politiques de mobilité, d'habitat, des politiques de l'eau, les politiques climat. C'est important pour nous aussi de pouvoir apporter des outils concrets. Et c'est là le sens du partenariat avec France Ville Durable, de pouvoir proposer des ateliers, répondre aux enjeux et aux besoins spécifiques du territoire. À l'issue de riches échanges autour de plusieurs thématiques telles que la lutte contre l'étalement urbain ou encore comment mieux exploiter les potentiels existants, la journée s'est poursuivie par des ateliers en groupe de façon à pouvoir réfléchir collectivement aux problématiques concrètes du territoire et ainsi entrevoir des possibles mutations urbaines, économiques et sociales. L'intérêt de ce type d'atelier, c'est vraiment de permettre aux élus de réfléchir différemment sur leurs projets, nous obliger à réfléchir autrement sur l'aménagement urbain, sur l'intensification des usages, sur le fait d'aménager la ville autrement. Et donc c'est vraiment essentiel que les élus puissent se confronter à ce type de nouvelles méthodes. La journée d'aujourd'hui m'a permis de bien comprendre ce que c'était, comment on pouvait agir. Mais je me suis posé la question de savoir si les communes rurales étaient concernées ou pas. J'ai bien eu confirmation que nous étions concernés. Ce qu'on attend de ce séminaire, et ça démarre très très bien, c'est une nouvelle approche de notre façon d'aborder les projets structurants et ceux qui concernent l'ensemble de nos communes. Chacun va amener sa compétence, mais dans une culture générale. Après avoir évoqué les questions centrales d'urbanisme, d'architecture, d'aménagement des espaces, de conception des réseaux ou encore de mobilité nouvelle, l'agglomération Seine-Eure a pu poursuivre sa réflexion et nous donne déjà rendez-vous prochainement pour suivre les actions qui auront pu être engagées.